Bonjour et bienvenue dans Bits by Bits, le podcast qui décortique vos jeux favoris. Comme d'habitude, je suis Lucas et comme d'habitude, je suis accompagné de mon machiniste, Ellie. Comment ça va, Ellie ? Bonjour à tous. Seulement, je ne suis pas programmé pour répondre à cette question. Alors, vous l'aurez peut-être deviné, c'est aujourd'hui Syberia, Syberia 1 et 2, un jeu qui est assez important pour moi parce que c'est un jeu de mon enfance. Donc voilà, moi j'aurai une objectivité toute relative aujourd'hui. Ellie sera la caution objectivité. Objectivité. Oui, Objectivité relative, mais... Mais pour la petite anecdote, donc quand j'ai relancé le jeu là sur la version sur le portage Switch, j'ai regardé ma femme, j'ai dit mais c'est dingue, il a pas vieilli, c'est toujours magnifique. Et elle m'a répondu non, il a vieilli, Lucas. Donc, donc voilà, prenez ce que j'ai à dire avec une pincée de sel. On va peut-être pouvoir attaquer avec les conditions de production. Est-ce que tu veux nous raconter par qui ça a été fait, par quoi ? Avant même de parler de ça, avant même de parler du jeu, on devait vous rappeler une chose. Oui, j'oubliais. C'est qu'aujourd'hui, c'est également une sortie particulière puisque elle accompagne la naissance de nos réseaux sociaux, puisqu'on vient de créer un Blue Sky, un Instagram, sur lesquels on va poster plusieurs petites choses en rapport avec le podcast. Déjà, en premier lieu, les dates de sortie, les annonces, mais également peut-être des petits goodies, des petits trucs en off qu'on n'aurait pas forcément intégrés au montage, ou également d'autres photos, et puis tout simplement notre avis un petit peu parfois sur les actualités du moment au niveau de jeux vidéo, ou alors ce qui nous tient à cœur. Donc n'hésitez pas à nous suivre dessus, en complément du coup de nos sorties sur les plateformes audio et vidéo, et également à lâcher quoi, Lucas ? Lâche un pouce, un commentaire. Voilà. Désolé, on fait un peu comme tout le monde, mais c'est vrai que si tout le monde le fait, c'est que ça a son importance. C'est important pour nous parce que ça nous permet déjà d'avoir des retours, mais aussi de grandir et de pouvoir vous proposer à la longue peut-être plus de podcasts, des podcasts plus qualitatifs. Voilà, nous, notre but c'est de pouvoir consacrer plus de temps à ce podcast parce qu'on aime beaucoup ça. Et puis, on aimerait également bien prendre en compte aussi vos avis ou vos recommandations. Donc, même si vous avez des jeux qui vous tentent ou alors qui vous amènent à l'idée de se dire « Ah, tiens, ce serait pas mal ça pour un podcast n'hésitez pas à nous en faire part, et notamment via les réseaux, tout simplement. Voilà, donc sans plus tergiverser, attaquons sur les conditions de production. Qui, quoi, comment ? Ellie, c'est à toi. Alors, Syberia. Alors, c'est un jeu du coup qui était sorti sur PC au tout début des années 2000, c'est-à-dire donc 2002 en l'occurrence. Ça a été fait par Benoît Socal, qui est un grand nom de la BD franco-belge. Ça, je pense que Lucas, tu pourras peut-être nous en dire plus, étant donné que c'est ton domaine de prédilection. Et le jeu s'est quand même assez bien vendu pour l'époque, puisqu'il est à 400 000 exemplaires et 600 000 pour le second, sorti en 2005, donc Syberia 2. Le jeu a été relativement bien reçu par la critique, puisqu'il a eu le prix du meilleur jeu d'aventure de l'année par GameSpy, et rien que ce nom-là devrait vous donner un coup de nostalgie, puisque ça fait belle lurette que ça n'existe plus. Alors moi je lisais pas la presse à l'époque, ça me dit rien. Et GameSpy qui était aussi un fournisseur d'accès pour les jeux un peu en réseau, un peu une sorte de Discord / PSN pour le PC. De mémoire, ça servait aussi à ça. Il y avait des jeux qui tournaient sur GameSpy pour pouvoir jouer en ligne à l'époque où Steam n'était pas encore démocratisé. Et c'est un jeu, donc Syberia, qui est français. Pas mal, Cocorico. Et le jeu a été financé d'ailleurs avec le Centre national de la cinématographie du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Alors tu l'as dit un peu vite, il y a deux entités qui ont participé au financement, du coup le CNC et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Il a eu un très bon accueil critique, on n'en a pas encore parlé, mais ça fait partie de ces jeux où aujourd'hui il n'occupe plus tellement l'espace médiatique, on n'en parle plus beaucoup. Pourtant c'est un 82 sur Metacritic, c'est très très bon. Je pense à jeuxvideo.com par exemple, qui avait mis une note très très haute. Le seul bémol du jeu qui aujourd'hui n'en est pas plus tellement un, qui était important à l'époque, c'est la durée.
À l'époque, en fait, on notait aussi le temps que durait un jeu. On aimait bien les jeux très longs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a des jeux qui s'étirent. C'est que c'est un héritage de cette époque-là. Sauf que là, le premier se termine en une dizaine d'heures, le second également. Et jeuxvideo.com l'a sanctionné assez durement, ça. Oui. Sachant que dans le premier jeu, en tout cas, il y a à peu près 3 ou 4 niveaux, en tout cas, villes différentes dans lesquelles on se teste, 3 ou 4 étapes, ce qui, effectivement, peut paraître peu dans une époque où on s'attend à avoir une démultiplication du nombre de niveaux, du nombre d'environnements différents, alors que maintenant, justement, on va plutôt être un peu lassé de ça et aller dans la rhétorique inverse. Alors, on ne l'a pas précisé, mais on tenait à traiter les 2 jeux d'un coup. Pas parce qu'on aime se donner plus de boulot, mais parce que c'est vraiment une histoire commune. C'est-à-dire que le deuxième, en fait, comme tu l'as dit, il y a plusieurs villes. En fait, on part en train. On en parlera dans l'histoire. En fait, on part en train en voyage dans l'Europe de l'Est. Dans plusieurs villes-étapes. Plusieurs villes-étapes, c'est ça. Et en fait, le train part d'un endroit à la fin du premier et au début du deuxième, on arrive à l'arrêt suivant, quoi. Donc ça faisait sens pour nous de parler justement de ce diptyque qui au final ne forme qu'un seul jeu. Sachant que de toute manière, l'histoire du 1 ne se termine pas sans une conclusion globale, puisque encore une fois, on a plus l'impression d'être arrivé au milieu de la ville-étape, et c'est clairement le cas. Le 2 nous permet de terminer l'histoire de Siberia. Donc c'est un jeu qui se joue en 2 jeux, en l'occurrence. Vous n'aurez pas forcément tout le plaisir du jeu si vous ne vous contentez que du 1. Tout le plaisir, on a le plaisir, mais toute l'histoire, on n'a pas une conclusion finie, quoi. Mais d'ailleurs, le Siberia, l'île qui donne son titre au jeu, on la voit réellement que à la fin du 2, quoi. Donc c'est, comment dire, son ombre plane au-dessus des 2 jeux, mais on la voit vraiment qu'à la fin. Alors, est-ce que tu peux nous parler peut-être des influences de ce jeu, avant qu'on détaille le plus en longueur, l'histoire, le fonctionnement. Dans quel contexte est-ce qu'il vient se propulser sur le marché du jeu PC à cette époque? Et surtout, on a cité Benoît Sokal comme auteur de BD franco-belge, mais alors, pourquoi un jeu vidéo? Pourquoi quelqu'un qui fait de la BD tout d'un coup décide de partir en croisade pour faire un jeu PC? On va peut-être commencer par Benoît Sokal, le regretté Benoît Sokal, parce que je rappelle qu'il est décédé en 2021 à l'âge de 65 ans. C'était assez jeune, ça a un peu surpris tout le monde, mais pour faciliter notre travail, ça a fait qu'il y a eu quelques reportages sur sa vie, et voilà, ça nous a servi de support. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est un auteur reconnu de la bande dessinée franco-belge. Certains d'entre vous ont peut-être pu lire c'est BD Canardo, qui est un inspecteur canard anthropomorphe. BD pour adultes, ne faites pas lire ça à vos plus jeunes, parce que prostitution, drogue, etc. Voilà. Mais c'est déjà très très beau. J'aime beaucoup son trait, moi, à Benoît Sokal. Il a fait, après Siberia, mais il a fait aussi Kra, il a fait la mer Zone également, dont on parle dans Siberia. Oui, puisqu'il y a des références assez précises et pointues vis-à-vis de ses autres œuvres, et notamment de la mer Zone. C'est ça, et la mer Zone, dans les années 90, il se dit, le jeu vidéo, ça a l'air pas mal, j'ai l'impression qu'on peut raconter des choses différentes avec le jeu vidéo, je vais essayer d'en faire. Et du coup vient de cette idée-là la mer Zone, donc un jeu vidéo où on incarne un explorateur qui va dans ce pays mystérieux. Je l'ai pas fait, donc j'ai pas toute l'histoire, mais à la recherche, je sais plus si c'est du coucou d'Amerzone, si c'est du grand oiseau blanc, mais c'est des figures qui reviennent assez régulièrement dans son travail. Et donc à la suite de ça, il décide de rempiler, parce qu'il a bien aimé l'expérience, sur Siberia. Où il avait une envie, il avait plusieurs envies en fait sur Siberia. Il voulait parler de l'Europe de l'Est, parce qu'à l'époque, donc c'était il y a 25 ans, c'était encore assez mystérieux. Reconstituons, pour les plus jeunes, l'Europe de l'Est, tout simplement à l'époque, était scindée en deux vis-à-vis du reste de l'Europe, donc continentale et notamment de l'Ouest, avec l'idée du rideau de fer, et donc les pays de la sphère d'influence soviétique d'un côté à l'Est, et les pays d'influence américaine de l'autre côté à l'Ouest. Mis à part cela, ce qu'on peut en dire, c'est que d'une certaine manière, dans tout ce qui est propagande médiatique, notamment nous en Occident, on avait une sorte
de lore un peu mystifié autour des secrets des villes d'Europe de l'Est, de la manière dont les gens pouvaient se comporter, de la manière dont les villes vivaient tout simplement, qui étaient des choses qui nous étaient relativement inconnues. Donc de la même manière qu'aujourd'hui on va avoir des reportages ou une certaine fascination pour les pays un peu autoritaires du type Corée du Nord, à l'époque, on avait également ce même genre de choses pour l'Europe de l'Est, qui plus est nos voisins. Et donc, en cela, ce jeu vidéo permet et s'inscrit notamment dans un courant global de découverte de ces pays, avec tout un côté un peu folklorique qu'on retrouvera également dans d'autres œuvres, comme par exemple Monster de Naoki Urasawa, pour tout ce qui est de niveau de l'animation et du manga japonais. Donc c'est quelque chose qui a une grande influence sur notre conception de la découverte régionale en Europe. Donc c'est ça, donc Benoît Sokal, lui, il a vu des reportages sur l'Europe de l'Est, il y avait cette fascination là-dessus, où en fait, justement après la chute du mur de Berlin et avec la chute de l'URSS, c'est une ouverture à notre culture, enfin à une culture plus occidentale, à une culture capitaliste. C'est l'ouverture justement à notre Europe à nous, qu'on a pu découvrir l'Europe de l'Est et ce qu'il en était réellement. Et lui, il y a deux images principales qui l'ont vraiment marqué, c'est ces images de carcasses de fusées à l'abandon, toutes rouillées, ça l'a beaucoup marqué. Et il raconte qu'il regardait des documentaires sur Arte où il y avait la mer d'Aral, donc cette mer qui s'est retirée à 15 km de ses rives d'origine, laissant derrière elle des plaines de sel. Et ça l'a beaucoup touché et il voulait en parler. La mer d'Aral, qui du coup, pour resituer le contexte, donc est une mer située au niveau du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, donc des anciennes républiques socialistes soviétiques au sud de la Russie, qui, en raison de la cultivation excessive de champs de coton par le pouvoir soviétique à l'époque, a fini par être asséché, et c'était un des plus grands désastres écologiques mondiaux, puisque ça représentait le 4e plus grand lac au niveau mondial, avec une superficie globale qui était quand même assez énorme, et que maintenant sa présence est tout juste résiduelle en comparaison avec son aspect initial. On a certains pans de la mer qui ont été complètement asséchés, d'autres sur lesquels il ne reste que des fines couches d'eau, et la mer a carrément été scindée en deux grosses entités, l'une au nord, l'une au sud, ou alors l'une à l'est, l'une à l'ouest, si je ne dis pas de bêtises, à revérifier, mais en tout cas c'était un enjeu écologique assez important. Si vous cherchez sur Google des images, c'est assez impressionnant, tu as tout de suite des comparatifs de avant-après, enfin, c'est gros désastre écologique, mais sacré claque visuelle pour Sokal qui voulait en parler. Il y avait autre chose, il voulait faire revivre les automates, donc ces espèces de robots mécaniques. Alors je dis robots, mais au tout début du jeu, ils t'engueulent quand en disant bien, nous ne sommes pas des robots. Ce ne sont pas des robots. Nous sommes des automates et non pas des systèmes robotiques. Les robots ont un supplément d'âme, d'après eux. Les automates ont un supplément d'âme. Et voilà, cette espèce de petits trucs mécaniques, enfin de machines mécaniques à base assez d'engrenages complexes. qu'on remonte. Donc, l'équivalent un peu d'une certaine manière de ce qu'on a aujourd'hui avec des boîtes à musique ou alors des vieux radio-réveils avec les petites clés en épingle qu'on va remonter manuellement, ou alors les montres semi-automatiques. C'est ce qui nous reste des automates d'antan et de la volonté à l'époque de chercher il y a une autre œuvre qui exploite l'industrialisation autonome. Il y a une autre œuvre qui explore les automates, c'est Hugo Cabret, pour donner une idée. Où justement il y a un automate assez perfectionné qui sait écrire. Mais voilà, et du coup ces automates-là qui étaient très présents dans les années 30 et qui ont vraiment disparu en laissant la place justement à toute l'électronisation. D'ailleurs, c'est tout cet aspect automate qui est à l'origine un peu du style steampunk qu'on a, qui est parfois un petit peu en vogue aujourd'hui. Oui, un dérivé, je dirais, parce que le steampunk, justement, on est basé sur de la vapeur. Là, ce qu'elle fait, on pourrait le qualifier de ressort punk, où justement, il se dit, si on n'avait pas eu l'électronisation, comment est-ce qu'on pourrait pousser les automates à un niveau de perfectionnement, de génie mécanique vraiment au bout du bout. Alors, on rentre un peu dans le fantastique parce qu'on se retrouve avec un automate qui a une conscience, ou en tout cas qui donne l'impression d'avoir une conscience. Ce serait absolument infaisable techniquement. mais voilà, c'était l'idée, c'était de créer ça. Il y a un truc, moi, qui m'a pas mal marqué dans ce jeu, c'est la musique.
On va s'écouter un petit morceau juste après, avant d'attaquer le scénario. Elle a été composée pour Siberia 1 par Nick Varley et Dimitri Bodiansky. Donc, si j'ai bien compris, ce sont des membres internes à Microids, au studio qui l'a développé. Et pour le 2, ils ont fait appel à Einon Zur. C'est un nom qui vous dira peut-être quelque chose parce qu'il a travaillé sur les Fallout notamment. Il a fait récemment le dernier jeu de Bethesda, là, dont j'ai perdu le nom, Starfield. Et il y a des accents, enfin, dans le 2 en tout cas, il y a des accents qui me font penser un peu à ce qu'a pu faire Hans Zimmer pour Le Roi Lion, ou même The Witcher 3. Avec ces musiques très d'Europe centrale, de l'Est, on a vraiment ces thèmes-là un peu qui reviennent. Ouais, des chœurs, j'ai pas les termes musicaux pour il y a... je saurais pas le dire, mais des accords en fait légèrement dissonants mais qui marchent bien. Je saurais pas, j'ai pas les termes techniques, mais vous écouterez, c'est super beau. Mais du coup, on s'écoute ça tout de suite et on va pouvoir attaquer le scénario après. Alors, donc, l'histoire de Siberia. On joue Kate Walker, qui est une avocate d'affaires new-yorkaise en déplacement en Europe, dans les Alpes françaises, dans le petit village de Valladolid, et qui doit mener une vente de l'usine d'automates, justement, locale, pour la Machin Toys Company. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Et spoiler alerte pour les petits curieux qui voudraient rechercher Valladolid sur le net, on l'a fait pour vous, ça n'existe pas. C'est une ville inventée par le jeu. Oui, tous les lieux du jeu sont fictionnels. Mais du coup, elle arrive, cinématique d'intro du jeu. Ah oui, je l'ai pas dit, ça va spoiler. on va tout spoiler. Cinématique d'intro du jeu. Elle arrive pendant l'enterrement de Anna Vorarlberg, qui était la propriétaire de l'usine. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe, Ellie ? Eh ben, elle doit signer un papier concernant du coup la succession de l'usine, donc que son entreprise basée à New York souhaite racheter. Mais on apprend qu'en fait, il y a encore un héritier potentiellement en vie. Et donc, c'est là que la mission de Kate Walker prend tout son sens, puisqu'elle va devoir aller à la recherche de cet héritier disparu. Et c'est en cela qu'elle sera amenée à faire plusieurs périples, donc à travers l'Europe centrale et de l'Est, jusqu'à arriver du coup à la magnifique île de Siberia. Mais ça encore... Ouais, c'est bien plus tard. Ça, c'est les grandes lignes. Mais alors, est-ce que tu peux nous détailler du coup qu'est-ce qui se passe dans ces villes-là et pourquoi tout ce parcours ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en soi, j'ose le dire, c'est pas si intéressant ce qui se passe dans chaque ville. En fait, l'histoire va s'articuler autour d'un voyage en train. Quand même, le hasard du calendrier, le mois dernier on traitait de métro qui était un voyage en train à travers l'Europe de l'Est, voilà. Donc en fait à Valladolid, elle se retrouve face à ce problème-là et donc elle décide de partir à bord d'un train mécanique conçu par Hans pour sa sœur, donc Anna qui est décédée, devait rejoindre Hans en Europe de l'Est. Il a conçu pour ça un train et un mécanicien, Oscar, pour l'amener pour qu'elle puisse le rejoindre. Et sauf que Anna étant décédée, Kate décide de prendre sa place et va partir dans un voyage un peu initiatique, un peu... En fait, elle va se détacher progressivement de son ancienne vie. Et de ses obligations new-yorkaises, du métro, boulot, dodo, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. En fait, elle se détache de ses automatismes de sa vie passée pour partir à l'exploration de ce monde d'automates qu'a créé Hans. Mais qui pourtant, du coup, lui apparaît à elle comme une forme de liberté. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait que Siberia aussi est une œuvre à contempler dans son ensemble et à traiter avec aussi le propos qu'elle veut nous faire passer, à savoir que
la vie la vie régulée telle qu'elle l'est dans notre monde, et ce qui nous apparaît peut-être un peu creux d'une certaine manière, puisque les voyages que Kate va faire à travers ces villes d'Europe centrale et de l'Est vont être marqués par le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes dans ces villes, qu'elles apparaissent un petit peu mortes sur certains abords, qu'on voit que c'est une image d'une certaine Europe qui tombe un peu en décrépitude, mais qui paradoxalement, ce voyage à travers des vies mortes, à travers quelque chose qui sonne comme creux au premier abord, se révèle bien plus enrichissant pour elle, puisqu'elle va pouvoir se défaire de ses attaches quotidiennes, du mécanisme par lequel elle est réglée en quelque sorte au quotidien, comme tu l'as dit, comme un automate, pour finalement aller vers le grand voyage, le saut vers l'inconnu, la découverte de ce qui peut même lui paraître irréel d'une certaine manière au vu des différences flagrantes avec son quotidien d'antan, et comme tu le dis, un très beau voyage initiatique et qui remet beaucoup de choses en perspective. Et ce qui est notamment avancé également par le comportement des personnages de son ancienne vie, de sa vie d'avant, qui rajoute une couche un peu sur cet effet-là. Ça, donc oui, j'aimerais quand même revenir sur ce voyage, parce que bon, là on a essayé de décortiquer on a essayé de comprendre l'impact sur Kate. Mais du coup, elle part des Alpes, de la ville de Valladolid, des Alpes françaises, pour arriver à Barockstadt, donc une université, devinez-le, baroque, en Allemagne, qui pareil est vachement vide pour une université. On doit croiser 3 étudiants. Après avoir résolu quelques problèmes entre une écluse qui veut pas s'ouvrir, son train qu'il faut remonter, parce que évidemment c'est un train à ressort, donc il faut remonter le ressort. Pareil, pour avoir le droit de sortir de la ville, en fait il y a un mur, il faut aller... Un mur qui est clairement une référence au mur de Berlin d'ailleurs. Oui, complètement. Parce qu'encore une fois on est vraiment dans ce folklore de qu'est-ce que l'Europe de l'Est a laissé comme marque et qu'est-ce que la guerre froide a laissé comme marque. Ça, et en fait le mur est gardé par un officier qui surveille à travers une lunette un cavalier cosaque qui est là depuis 30 piges, quelque chose comme ça, et qui refuse de bouger. Et l'officier il est là, il sait que je le regarde, et si j'arrête de le regarder il bougera pas, enfin il va bouger, il va aller chercher les autres et ils vont nous attaquer. Et donc il faut réussir en fait à réparer ses lunettes, ou alors à lui donner une sorte de potion. Tu le drogues pour qu'il arrive à mieux voir, et qu'en fait c'est juste un bout de bois, c'est pas du tout un cavalier cosaque. Donc voilà, il t'ouvre le mur. Tu te retrouves au prochain arrêt, du coup, dans la ville industrielle désaffectée de Komkolsgrad, où il y a l'ancien directeur, du coup, complètement taré, qui vole les mains de ton robot pour les installer sur son automate pianiste, et qui te dit, bah écoutez, moi, mon automate pianiste, il est là pour une seule raison, pour entendre, la musique d'une diva accompagner, d'opéra. C'est ça, j'ai oublié son voilà, nom. Qui se situe dans une sorte de cure thermale, justement au niveau de la mer Tu sais pas où elle est, il faut que tu appelles ta mère qui est en couple avec un ancien chanteur d'opéra qui du coup connaît Elena Romanski, c'est ça, Elena Romanski. Référence à Polanski, je n'en sais rien, mais qui dit ah oui je sais, elle doit être à Haralbad, une station thermale, et donc il faut que tu arrives à prendre un dirigeable avec l'aide d'un ancien pilote d'essai. Du coup tu le fais décoller dans son aile à ressort, ils disent bien aile à ressort, le machin il décolle, il y a de la fumée, des flammes et tout, donc aile à ressort et réaction. Bref, une fois que tu as aidé ton astronaute à s'envoler, enfin cosmonaute à s'envoler, on dit bien les termes ici, hein. On dit les termes. Tu peux rejoindre Haralbad, où il faut aider Elena Romanski à retrouver sa voix en lui faisant un cocktail. Là, elle accepte de revenir à Kolsgrad pour chanter. Évidemment, le directeur est complètement fou, il décide de l'emprisonner. Vous arrivez à vous échapper avec Elena, à retourner à Haralbad, et c'est là qu'on rencontre enfin Hans, que se termine le premier jeu du coup. Donc la personne supposée être morte, le fameux héritier, l'héritier perdu dont on doit retrouver la trace. C'est ça. Et qui nous invite à poursuivre le voyage avec lui en train. Jusqu'à l'idylle de l'île de Sibéria, où Hans, son rêve, c'est de rencontrer aussi les mammouths, puisque lui, c'est un passionné de mammouths, et c'est pour ça aussi qu'il était parti à la recherche de l'île. Donc il nous invite à poursuivre le voyage avec lui, étant en mauvaise condition aussi, un petit peu il est en mauvaise santé, dû à son âge. Très vieux. Et du coup, on se retrouve fin de Sibéria 1, début de Sibéria 2. On arrive dans une petite ville aux frontières de la Sibérie. En fait, on nous explique qu'au-delà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que le froid blanc.
Et donc après 2-3 péripéties à base de les moines du monastère qui veulent bien soigner Hans mais qui veulent pas trop parce que il est possédé par le diable donc il faut le laisser mourir machin. Donc on échappe aux moines en faisant de la luge dans un cercueil. On se barre de là. On arrive après ça, il y a un petit chalet, il y a un truc, faut échapper à un ours. Il y a aussi des mecs qui volent le train. Rebelote. Ouais, rebelote. On finit par arriver chez les Yukol, donc qui sont des espèces d'esquimaux Inuit ou en tout cas de l'Est, enfin voilà. Un peu parodiques. Pour ceux qui ont joué au jeu, ils s'en souviendront bien. Notamment avec le doublage français. Ils ont un accent. Je saurais pas dire précisément si c'est raciste, je sais juste qu'on le ferait pas comme ça aujourd'hui. Mais bref, les Yukol qui sont un peu les gardiens de l'île de Sibéria, qui vont vous aider à récupérer Hans parce qu'il devient fiévreux, etc. Donc il va falloir rentrer dans les souvenirs de Hans en prenant de la drogue, le ramener à la raison et dégeler une espèce d'arche qui fait des allers-retours avec les courants sur l'île de Sibéria. Arriver à Sibéria, appeler les mammouths. Et donc sur la fin du jeu, du coup, Hans repart avec les mammouths sur l'île. Sacré voyage. Oui, sacré voyage. Et qui est très évocateur pour autant, et notamment dans cette volonté, en tout cas, de décrypter un petit peu de l'aspect folklorique des secteurs que nous parcourons avec Kate. Et notamment, par exemple, un des aspects assez représentatifs, c'est notamment avec Barokstadt, le fait que la ville nous fasse un peu tourner en rond, qu'il fasse faire 36 000 procédures complètement inutiles et stupides pour arriver à nos fins. C'était quand même quelque chose qui était un petit peu, à l'époque, présent dans la vision qu'on avait, nous, en tant qu'occidentaux, du système, des fonctionnaires est-allemands, où c'était très... pour passer à la frontière, il faut ce document qui sert à ça, mais au final, c'est vraiment, il y a vraiment l'idée de... On fait de la paperasse, mais sans trop savoir ce qu'on fait, mais il faut faire la paperasse parce qu'il faut faire la paperasse. Et c'est une vision qu'on a et qui est assez particulièrement cliché aussi d'une certaine manière, qu'on avait à l'époque des pays de l'Est. Et donc qui est assez bien retranscrite avec ça. Et en plus des autres choses qu'on va nous mettre en avant dans la ville soviétique, enfin dans l'usine soviétique abandonnée, dans la carrière abandonnée, on va avoir ces énormes géants robots très imposants avec une faucille et un marteau. Enfin, je trouve que le jeu joue beaucoup avec les symbolismes et les représentations qu'on a en fait de ce folklore-là, sur les fantasmes qu'on se fait en tant qu'occidentaux de comment était la vie là-bas, et en même temps sur un certain réalisme sur certains aspects. Et je trouve que c'est un mélange assez intéressant et qu'on retrouve pas forcément autant, et aussi avec autant d'acceptation d'une certaine manière de la caricature. Ce que je veux dire par là, c'est que le jeu il en est parfaitement conscient, ne serait-ce que dans la manière dont les personnages interagissent. On va avoir souvent un ton un peu ironique, de second degré. C'est une ambiance qu'on sent en fait venir d'un auteur de BD franco-belge. Parce que toi, Ellie, t'es moins BD franco-belge. Moi, j'ai un peu grandi là-dedans. C'est vraiment, ça respire la BD franco-belge par tous les trous. Comment il s'appelle je pense à le Barokstadt, tu fais des allers-retours, etc. Tu penses au formulaire, au laissez-passer A38 de Astérix, tu deviens complètement fou. Effectivement, tu as ces personnages qui sont caricaturaux possibles, qu'on pourrait voir, enfin caricaturaux possibles, non. Légèrement caricaturaux, légèrement caricaturaux. Mais suffisamment pour que ce soit assez pointu, mais justement que ça marche, et que ça fasse pas mal écrit en quelque sorte. La manière dont le maître d'hôtel s'adresse à toi quand tu arrives. À Haralbad. Voilà. Ou même à Valladolid. Même à Valladolid, en fait. Il suffirait que le téléphone sonne, que le fax arrive. Ah oui, ces bonnes choses-là. Ou alors par exemple le notaire qui te dit « Oh, vous savez... Oh, j'ai bien travaillé maintenant, j'ai passé mon coup de tampon. Oh, c'est l'heure de la sieste. » Ou pareil, les universitaires, les maîtres conférenciers. Nous sommes entretenus avec vous. Oh, c'est l'heure du thé, voyons, etc. Alors qu'ils en branlent pas une. Enfin, il y a quand même cet aspect-là, et un peu caricatural du fonctionnaire de base, que ce soit de l'Est ou de l'Ouest, de manière qui, moi-même étant fonctionnaire d'une certaine manière, je le prends pas mal parce qu'en fait c'est bien fait, la caricature elle est bien faite, elle est suffisamment légère pour être drôle, donc
on est quand même dans un jeu qui a une écriture assez maîtrisée. Et dans les autres références, tu me parlais également, notamment pour le franco-belge, de Yoko Tsuno aussi, par exemple. Alors oui, alors bon, ça c'est peut-être juste moi, hein, mais bon, j'ai beaucoup lu Yoko Tsuno étant jeune, plus jeune que ça. Et le passage avec l'orgue dans la cité industrielle, ça m'a complètement rappelé le volume 2 de Yoko Tsuno, l'orgue du diable, avec justement ces très grands tuyaux, ce très grand orgue, avec cette cantatrice qui va être piégée par un fou furieux. Ça m'a évoqué des choses. Donc est-ce que coïncidence, j'en sais rien. Mais voilà, on se sent baigné en fait on se sent baigné ça dans cette ambiance de bande dessinée franco-belge, ce qui est quand même assez rare dans le jeu vidéo. Hein. Oui, complètement. Et notamment pour l'époque. On resitue le contexte. Là, lorsque le jeu sort, on est début des années 2000. Début des années 2000, la majorité des jeux sont déjà encore conçus d'une certaine manière, peut-être plus pour les enfants, parce que c'était essentiellement les années 80, oui, fin 80, début 90, mais on était fait. plutôt vers des jeux pour ados, notamment avec l'époque PlayStation, son marketing très agressif, un petit peu hérité de ce qu'on pouvait avoir avec les pubs de la Mega Drive, le fait qu'on nous mette en avant essentiellement des jeux un petit peu violents ou d'aventure ou autres, là où en fait, d'une certaine manière, on a le contre-pied total avec Siberia, puisque déjà, le jeu se veut être un jeu plutôt aventure-exploration dans la lignée des point and click, donc avec les prédécesseurs comme Myst ou Riven. Et derrière également, une chose assez intéressante que tu pouvais dire, bon, qui peut paraître assez sexiste dit comme ça d'une certaine manière, mais qui pour l'époque avait sa pertinence. Le jeu met en valeur un personnage féminin qui est une femme, et qui n'est pas une Lara Croft, qui n'est pas une femme avec des guns pour faire bander les jeunes ados. C'est une femme normale, j'ai envie de dire d'une certaine manière, qui est juste une fonctionnaire, une employée de bureau, une avocate, qui va essayer de résoudre ces mystères-là, non pas forcément par la violence comme c'était le maître mot à l'époque dans beaucoup de sorties, mais par la réflexion à travers toutes les énigmes et les voyages qu'elle va entreprendre. C'est ce qu'il dit Sokal en interview, c'est qu'il dit que dans la bande dessinée d'où il vient, le héros c'est un homme. C'est souvent un homme, et puis quand tu regardes les BD de Sokal, c'est quand même beaucoup un homme. Là, il voulait justement avoir un personnage principal femme, pour aborder le monde différemment, pour résoudre les conflits autrement que par la violence. Alors lui, il met ça sur le prisme du genre. Aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y avait une volonté surtout de proposer quelque chose d'alternatif aux jeux vidéo de l'époque, et de proposer quelque chose, de raconter une histoire, de transmettre de l'émotion. J'ai beaucoup critiqué David Cage dans notre premier épisode sur le fait moi je mets de l'émotion dans le jeu vidéo. Là, Benoît Sokal, je vois une démarche beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête. Et évidemment qu'il y avait des jeux vidéo avec de l'émotion, mais il n'a pas besoin de le gueuler sur tous les toits. Il n'a pas besoin de se placer en défenseur. Lui, il voulait juste amener quelque chose d'autre, ou quelque chose qu'il percevait pas dans le jeu vidéo, et d'amener quelque chose de comment est-ce qu'on peut résoudre les conflits sans violence, comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes sans avoir besoin de sortir une épée, ou ou même d'amener une histoire un peu plus, je vais pas dire réaliste, mais là Siberia, ça s'inscrit dans le point and click, mais les point and click à l'époque c'était beaucoup LucasArts qui dominait. Oui. Et LucasArts, ils étaient spécialistes de faire des énigmes complètement alambiqué, complètement tiré par les cheveux, si fait que moi, j'ai joué à Myst, mais Myst, alors Myst, c'est pas du LucasArts, pardon. Oui, mais je sais plus qui c'est l'éditeur, mais en tout cas, c'est un peu dans la même ligne. Il y avait beaucoup de point and click un peu similaires. Alors Myst, c'est assez tiré par les cheveux, mais c'est pas non plus humoristique en fait. Dans les jeux LucasArts, non, c'est ce que je veux dire. C'était plutôt dans le côté tiré par les cheveux, où parfois c'est un petit peu dur de s'y retrouver. Dans Monkey Island ou dans Day of the Tentacles, donc les jeux de la grande époque de LucasArts, t'avais ce truc de en fait, il faut donner le dentier au cheval pour qu'il puisse parler correctement, pour t'expliquer le truc. Non, c'est une vraie énigme dans Day of the Tentacle. Et là, il voulait vraiment que le joueur reste pas bloqué, que le joueur puisse suivre son histoire, et que les énigmes soient logiques. C'est juste, pour ouvrir le portail de l'usine, il faut une clé qui se situe chez le notaire, parce que il doit avoir accès à l'usine pour la succession. Voilà, c'est
une autre approche. Mais du coup, ce qui peut être intéressant, c'est justement de parler du jeu en lui-même, au niveau notamment du gameplay, de la prise en main. Qu'en est-il Et moi, j'ai la question que j'ai à te poser est la suivante. Du coup, quelqu'un qui connaît pas le jeu, quelqu'un qui veut le découvrir, est-ce que c'est quelque chose d'accessible ? Moi, j'aurais dit oui. Mais en fait, on l'a dit, c'est un point and click. Donc, pointer, cliquer, c'est un jeu pensé pour la souris. Où en fait, à l'époque... Pas pour la Switch. Voilà. J'y viens. À l'époque, tu baladais ta souris sur l'écran à la chasse aux pixels, et en fait, dès que ta souris passait sur un élément interactif, elle se transformait, en gros, c'est une espèce de cercle doré, et dès que c'est interactif, hop, ça se transforme en main ou en petite flèche pour dire que tu peux changer de zone, etc. Et aujourd'hui, le jeu existe toujours sur PC, vous pouvez y jouer sur Steam, il me semble. Mais il a été porté aussi sur console, notamment sur Switch, et effectivement là le jeu à la manette c'est bordélique. Oui, complètement. C'est du grand fou, c'est n'importe quoi. C'est waouh. Alors, je l'ai moins mal vécu. Moi je l'ai pas mal vécu parce que justement je connaissais déjà bien le jeu pour l'avoir fait et refait quand j'étais plus jeune, donc ça m'a pas choqué. Mais toi, t'as un peu galéré. Ouais, on peut dire ça, effectivement. Non, alors, pour recontextualiser, qu'est-ce qui pose problème avec la version Switch ? Encore une fois, un point and click, c'est souris, on passe la souris sur l'écran, on essaie de voir est-ce qu'il y a des indices. Or, est-ce que vous voyez une souris sur une Switch ? Si oui, c'est qu'il y a peut-être des problèmes de vision à régler. Sinon, c'est que vous êtes comme moi et n'importe qui dans ce monde et c'est normal. Il n'y a pas de souris sur une Switch. Mais bientôt. bientôt, parce que la Switch 2 arrive et donc justement la nouvelle technologie, c'est d'avoir des souris dans les Joy-Con. Donc bientôt, je ne pourrai plus faire cette blague. Elle est déjà datée avant même que le podcast soit sorti. Mais tout ça pour dire que le problème principal, c'est le type de contrôleur qu'on va utiliser. Et là, il y avait une idée qui n'était pas si conne à la base, mais qui pose problème dans les limitations techniques qu'offre la Switch, c'est utiliser l'écran tactile de la Switch comme un support pour l'effet souris, donc point and click. Ce qui n'est pas con. Force est de le constater, c'est pas idiot. Néanmoins, le problème de ça, c'est que vous voulez jouer dans votre salon, vous faites quoi de votre Switch ? Vous la mettez sur le dock. Bon, sur le dock, bonne chance pour appuyer sur l'écran. Et là, j'ai essayé, ça marche pas. Rien, voilà. Là, au lieu d'avoir inventé peut-être une sorte d'équivalence avec le joystick qu'on bouge comme une souris, enfin je veux dire, ça on sait le faire depuis la Dreamcast. Avec le gyroscope, voilà, comme peut faire un Skyward Sword. Je veux dire, vous aviez la Dreamcast à l'époque, vous aviez le pack clavier-souris pour aller sur Internet, vous l'aviez pas, vous utilisez le joystick et puis basta. Non, on n'est pas foutu de savoir faire ça. Les développeurs n'ont pas pensé à cette alternative, en tout cas ceux qui ont conçu ce portage n'y ont pas pensé, ce qui fait qu'on est obligé de jouer en mode contrôle direct. Ou alors ils l'ont pas intégré. Et du coup, on ne peut pas avoir ce truc de cliquer précisément sur les endroits pour se déplacer lorsque la console est en mode dock. Et là est la problématique. On me dira, jusque-là, c'est pas si grave, ok, et il y a d'autres manières de jouer. Le jeu, il est quand même jouable, certes, mais il est jouable en contrôle direct. Et alors là, le problème du contrôle direct, parce que c'est pas forcément une mauvaise idée à la base, hein. Moi, j'ai commencé à jouer en contrôle direct, ça m'a plutôt plu à l'origine. Ça transforme un peu aussi l'expérience de jeu, où plutôt que de cliquer et que le personnage se déplace où tu veux aller, là tu le fais aller directement. On se sent un peu plus libre de nos déplacements d'une certaine manière, enfin, c'est un système organique, plus moderne, et voilà, mais donc qui va parler à beaucoup plus d'entre vous, mais que je vous déconseille, en tout cas pour votre expérience de jeu, parce que ça peut vite devenir un fiasco, puisque le contrôle direct sur Switch, il amène ses petits imprévus avec. Nombre de fois où je me balade dans un niveau et où finalement, du coup, parce que je suis allé un petit peu trop sur la gauche avant d'aller sur la sortie du niveau, alors que le niveau a une gestion de la profondeur avec l'image qui était un peu spécifique, je me retrouve à avancer en plus loin que ce que le jeu est censé me permettre dans la profondeur de l'image, à du coup marcher sur les décors et revenir en arrière pour chercher enfin le bout de pixel qui me permettra de sortir de l'écran dans lequel je suis pour aller sur un autre. Parce que, pour rappel, la conception d'un jeu au format point and click, c'est que vous passez d'une image de décor à l'autre avec votre personnage qui, lui, va avancer relativement librement dessus, mais l'image reste fixe. On n'a pas de changement de caméra, la caméra, elle bouge pas. C'est comme si vous peigniez un tableau, que vous preniez en photo le tableau, et hop, vous animez un personnage 3D dessus. C'est pareil, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, du coup, on ne peut pas changer l'angle de vue, on ne peut pas bouger la caméra, on ne peut pas se situer dans l'espace autrement que par l'endroit prédéfini, donc la capture d'écran d'une certaine manière qui est devant nous.
Et donc, ce qui amène à ces problématiques-là, c'est que le jeu avait défini à la base, via le fait de cliquer sur les endroits pour aller par exemple à la porte de sortie d'un niveau à un autre, bah, nous, étant donné que maintenant on a le contrôle direct, on peut légèrement aller un petit peu sur les côtés, un petit peu dans des zones où à la base on ne serait pas allé, et ce qui fait que parfois on se retrouve dans une situation où on dépasse des bords du tableau, on se chevauche avec les décors, et ça encore, bon, ce sera un petit peu anecdotique, mais le problème, c'est qu'il y a également des gestions des événements qui sont pas forcément optimales sur Switch. Oui, ça, quand tu fais quand tu marches dans une direction et que tu as un changement de plan et que la caméra fait un 180 et que du coup ton personnage refait un demi-tour et retourne sur le truc d'avant, sur le tableau d'avant. Bon, bah, c'est vraiment ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est relou. À force en fait, de quelque sorte. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est vous avez un tableau où, par exemple, vous êtes devant une mairie, on va dire ça comme ça. Hein, vous avez la porte grande ouverte vers vous, vous rentrez dedans. Sauf que à l'intérieur, du coup, on prend le plan du guichetier de la mairie, qui va vous regarder rentrer. Donc la caméra, elle passe dans le sens inverse. Elle est plus dans le sens de on voit la mairie. De l'extérieur. Ça, la caméra fait face à la porte. Vous imaginez un plan A, B, C. Vous avez une ligne droite avec A à gauche, C à droite, B au milieu. La caméra, elle est à la base de C vers B. Ouais. Maintenant, elle passe de A vers B, donc dans le sens inverse. Sauf que vous, votre contrôle, votre joueur, le personnage que vous contrôlez, lui, c'est le changement de direction, il n'est pas pris en compte. Ça veut dire que quand vous restez appuyé avec votre joystick pour aller vers l'avant, pour changer de tableau, pour passer du plan BC en quelque sorte vers le plan AB, à la fin, vous arrivez dans le plan AB avec toujours le joystick enfoncé, et votre personnage, pouf, il retourne dans le plan d'avant. Et donc à l'infini, vous pouvez comme ça changer d'un truc à l'autre sans le vouloir, et donc faut faire attention à un petit peu appuyer sur le joystick, mais pas trop, sinon tu retournes directement en arrière dans le plan d'avant, et c'est vraiment pénible. C'est quelque chose qui à la longue décourage un peu l'expérience de jeu, ça plus les quelques couacs, notamment au début du jeu ou dans la version Switch. Dans la version PC, c'est beaucoup plus clair, puisque du coup, on a, lorsqu'on doit chercher des éléments de biographie de Hans Vorarlberg dans le grenier du manoir, on doit escalader via une sorte d'échelle mécanique activée avec une clé, la clé Vorarlberg, qu'on va tourner pour que l'échelle se déploie. Or, cette clé-là, on la trouve dans un évier, dans le jardin, avec les haies taillées, qui est un petit peu plus loin. Et dans le jeu Switch, j'ai beau avoir tout fait, toutes mes actions bien dans l'ordre qu'il fallait, etc., avoir récupéré la clé, avoir été au point où il y a l'échelle, essayer de le mettre, etc., aucunement l'action voulait se lancer. Et en fait, j'ai compris pourquoi. C'est parce que finalement, en fait, fallait parler à la jardinière, ce qui n'a aucune espèce d'influence sur le dénouement du jeu, puisque ce qu'elle nous dit n'a aucun intérêt, c'est vraiment oh vous voyez ma petite dame, plutôt oh vous voyez mon bon monsieur, là oh là là je vous dis pas comment j'ai le dos éreinté, oui bon merci, à quoi ça me sert? À rien, sauf que si vous le faites pas juste avant ou juste après ou quelque chose comme ça, avoir récupéré la clé, le jeu ne vous laisse pas la possibilité de débloquer l'échelle, et donc ce qui est complètement stupide, il n'y a vraiment aucune logique dans cette succession d'événements, et le jeu peut être cassé, enfin moi j'ai cassé le jeu à ce niveau-là, et donc pendant des heures et des heures, alors que j'avais fait tous les éléments de la solution, je n'ai pas réussi à monter cette échelle, alors que dans la version PC, ce problème n'est pas là. Donc... Alors ça, t'es sûr que... Ah, c'est toi qui m'avais dit ça, après peut-être pas, peut-être qu'il est là si dans la version PC, auquel cas c'est un problème global, et que ça reste stupide, même à l'époque aussi. Mais bon, voilà, ce qu'on peut reprocher au portage Switch, en fait, c'est d'être sorti récemment et de ne pas avoir corrigé ces problèmes-là. Oui. On peut quand même lui accorder quelque chose, c'est l'ajout d'une liste de tâches qui n'était pas présent sur la version d'origine et qui permet quand même de mieux s'y retrouver quand on est perdu, qu'on sait pas quoi faire, on sait qu'il faut aller là. Ce qui est vraiment un vrai plus, surtout qu'en plus, bon là, nous, en l'occurrence pour le podcast, si vous avez suivi les épisodes précédents, on ressort aussi de Lorelei The Laser Eyes, qui est un jeu bien plus récent que vous trouverez du coup sur notre chaîne, et qui est également un jeu un petit peu, je dirais, d'énigmes, exploration dans une sorte de manoir perdu au fin fond de l'Allemagne de l'Est. On aime beaucoup les pays de l'Est, cette première saison, vous aurez remarqué. Et donc, quand on sort de ça avec le fait qu'il y ait la mémoire mentale qui nous permet de sauvegarder toutes les informations instantanément que l'on a vues précédemment dans le jeu, on est bien content d'avoir la liste, et je dois dire que le jeu du coup est beaucoup plus simple et peut-être accessible qu'il ne pouvait peut-être l'être à l'époque. Les énigmes sont relativement évidentes dans Siberia, en tout cas sur Switch, puisque de manière
même dans des instants où on ne sait pas trop quoi faire, on a un liste qui nous dit allez utiliser le téléphone. Alors que parfois, il y a certains moments où il n'y a pas forcément d'indice clair sur ce qu'on est censé faire ensuite et qu'il y a certaines choses qu'on a vite tendance à oublier. Ouais. Ceci dit, en l'occurrence, la gestion de téléphone en elle-même est assez bien gérée d'une certaine manière, puisque les quelques fois où on a besoin de s'en servir pour composer un numéro, soit il y a un rappel avant avec un numéro affiché à composer, on se dit le téléphone, soit on reçoit un coup de fil juste avant d'une personne qui va nous raconter sa vie dans l'ex-entourage de Kate, et qui va nous faire dire « Ah oui, ce téléphone existe !» Donc, il y a quand même des choses qui étaient bien pensées en termes de gameplay à l'époque, mais c'est vrai que cette liste-là, elle apporte un plus. Il y a autre chose qui... Alors, là, je suis désolé, je m'en souviens plus, mais il y a je crois que c'est un ajout du portage Switch, c'est toute la galerie d'illustrations où tu as des débuts de préparation qui est magnifique, ça a tombé par terre. Mais ça, en fait, ça donne qu'une envie, c'est de voir une BD Siberia. Alors bon, ça se fera pas malheureusement, mais c'est comment dire, on voit vraiment toutes les idées qu'il y avait derrière, et surtout on voit la précision de Sokal pour faire des plans de préparation avec de la perspective, etc. Et je regardais une interview où en fait il y avait un de ses anciens collègues auteurs de BD qui expliquait que quand il s'est mis à ce projet-là, il s'est enfilé des bouquins techniques de comment faire de la 3D, perspective, etc. en anglais, des gros pavés, et il a appris en fait à comment faire de la 3D, comment dessiner pour préparer de la 3D. Et ça se ressent dans le jeu en fait. Les décors sont en pré-rendu. Ils sont encore aujourd'hui, ils sont très beaux quoi. C'est très beau, et il y a une vraie direction artistique, il y a un vrai sens esthétique. J'allais dire par rapport à d'autres jeux évidemment, mais on sent vraiment l'influence de l'auteur en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que pareil, dans les pré-rendus également, tu me disais aussi tout à l'heure qu'il y a certains personnages, notamment dans le 2, qui sont aussi pré-rendus pour ajouter un peu d'animation. Oui, ça dans le 2. Parce qu'une des critiques qu'on pourrait faire à la limite pour Siberia, c'est le côté creux d'une certaine manière. Vide plutôt que creux. Les mauvais termes cette fois-ci. Non, en fait, comme on vous l'a dit, on est à travers beaucoup de villes un peu tombées en désuétude, où finalement on a très peu d'interactions avec d'autres êtres humains, voire même d'autres automates, il y en a quelques-uns, mais c'est très sommaire en quelque sorte. Et donc, on se retrouve avec cet état d'esprit un peu permanent on est un peu seul au monde, et je trouve ça un peu dommage d'une certaine manière, parce que il pourrait se justifier un petit peu dans l'idée aussi par exemple dans la partie de l'usine avec l'usine soviétique qui était abandonnée, etc. Là on a un contexte quand même qui justifie le fait d'avoir tout ce secteur-là à l'abandon, où du coup il y a vraiment une espèce de contraste entre la magnificence et le côté très imposant de l'usine, très écrasant de l'usine, et qui avec des plans qui sont vraiment magnifiques, même ne serait-ce que le plan d'arriver en train avec le géant automate, avec la faucille et le marteau, c'est très bien fait, c'est vraiment somptueux. Et parallèlement, du coup, une usine complètement morte. Et ça, je trouve ça beau. Je trouve qu'il y a un contraste qui est vraiment très beau avec ça. Mais pour des zones comme Valladolid, qui est censé, certes être un petit village français, mais un village en France, dans les Alpes, qui est quand même une vision censée être quelque chose d'assez relativement touristique. Je rappelle que du côté des Alpes, on a aussi Lyon, ce genre de grande ville. Bref, donc on n'est pas coupé du monde, on n'est pas dans des petits villages semi-détruits le long de la Nationale 2 ou 4. Ça, j'en ai vu, c'est pour ça que je cite ça comme référence, mais voilà. Donc, et puis même ce côté décrépit et très seul au monde dans ce genre de village, ou même dans le village, dans la ville de l'université allemande, il n'est pas forcément complètement accurate pour le coup. On voit bien que du coup, il y a cette idée de contraste plus global entre l'Amérique où tout se passe, où tout va à 100 à l'heure, et en même temps d'un autre côté l'Europe, un petit peu le vieux continent comme on dirait, c'est vraiment l'allégorie. Mais et puis tu le vois, en fait, il y a beaucoup de tes interactions, en fait, c'est juste tes proches qui t'appellent de New York, qui il y a un dîner chez les machins demain soir, comment ça tu vas pas rentrer, mais ma fille, pourquoi
Enfin, qu'est-ce que tu vas faire dans ton Europe perdue là, et puis au final, et puis c'est tout. Et tout est beaucoup plus lent tout est beaucoup plus lent et vide. Et d'un autre côté, c'est quelque chose qui peut parfois peut-être un petit peu rebuter, notamment, moi en tout cas, je viens plutôt des JRPG ou alors des jeux de course, etc. à l'origine pour le jeu vidéo, donc j'ai souvent l'habitude d'avoir une musique de fond qui est quasi permanente. Ouais, là, ce n'est pas le cas, c'est choisi, donc ce qui correspond très bien finalement enfin, on voit que le jeu est européen d'une certaine manière, comme tu disais tout à l'heure. Oui, il y a déjà cette comment dire, cette différence entre la manière européenne de faire de l'habillage musical et la manière japonaise qui est quand même assez, je vais pas dire diamétralement opposée, mais qui a une philosophie différente. Mais il y a aussi cette ambiance désolée, en plus de ça, qui est voulue et qui est assumée, et qui du coup va te dire, bah ok, des fois tu vas avoir des cinématiques avec de la belle musique, etc. Mais des fois tu vas te déplacer dans un silence pesant. Il y aura rien. Mais quelque part, ça te permet aussi d'apprécier un peu le sound design et comment dire, l'attention au détail. Quand tu es dans l'usine Vorarlberg, quand tu arrives la première fois devant l'usine Vorarlberg, c'est le calme plat. Après, tu vas la rallumer parce qu'il faut finir de fabriquer les pieds de Oscar, donc le mécanicien. Une fois que tu l'auras rallumé, il y a une roue à aube qui se met à tourner, et à chaque fois que tu passes devant l'usine après ça, t'entends le bruit de la roue à aube. Donc il y a ce sens du détail au son, mais qui est différent de justement d'une philosophie japonaise où on va mettre de la musique tout le temps. C'est la musique qui va venir apporter l'ambiance. Là, l'ambiance peut être aussi apportée par l'absence de musique. Mais ça c'est beaucoup vrai pour le premier jeu. Dans le deuxième, c'est un peu moins vrai. Je trouve qu'on est plus équilibré. Déjà sur la densité de population, parce qu'on parlait des décors pré-rendus. Là, pour pallier au fait que un ordinateur de l'époque, ça pouvait pas afficher tant de personnages que ça à l'écran, on a pré-rendu des personnages dans les scènes. Donc, pour un œil moderne, ça se voit tout de suite qu'il y en a qui sont en vidéo et d'autres qui sont pas en vidéo. Et ça rajoute déjà un peu de vie. Mais voilà, ça rajoute un peu de vie. Et ce qui fait que le 2, en fait, le Siberia 2, dès les premiers instants, en fait, il donne beaucoup plus envie d'y jouer. Et en tout cas, il a moins vieilli, peut-être d'une certaine manière, sur cet aspect-là. Mais paradoxalement, je trouve qu'il a moins de l'essence du premier. C'est-à-dire que le premier est vraiment très radical et va te faire explorer beaucoup de choses. Dans le 2, c'est beaucoup de la neige et encore de la neige, mais avec un vernis technique un peu plus poussé. Puis déjà, c'est le truc tout bête, mais quand tu commences le jeu, déjà les portes, elles glissent pour s'ouvrir. Il y a une animation d'ouverture de porte, alors qu'avant tu cliquais sur la porte, tu passais de l'autre côté, et t'es dans le train, et dans le train il y a un petit ventilateur qui tourne, alors qu'il tournait pas dans le... Mais vraiment ce truc de waouh, il y a plus d'animation. On a fait des progrès techniques. On a fait des progrès techniques en 2 ans. Qui pour le coup, même à notre époque, peuvent paraître résiduels, mais qui étaient en mode waouh, le ventilateur bouge. Oui, c'est ça peut nous paraître ridicule aujourd'hui, même aujourd'hui, en passant du 1 au 2, tu te dis ah ouais, là il y a eu un petit gap, quoi. Il y a eu des petites améliorations. Mais bon, au final, moi j'ai surtout des souvenirs du 1, le 2 est beaucoup plus flou, malgré ces améliorations techniques, quoi. Même si, voilà, moi je trouve que dans le 1, on a quand même cet aspect global, effectivement, qui est intéressant, de la recherche de cette volonté de dépeindre un peu l'Europe comme, encore une fois, le vieux continent, mais je trouve qu'il y a des fois où c'est peut-être un petit peu too much face à la réalité du terrain. Enfin, je veux dire, il y avait du monde dans les cités universitaires est-allemandes, c'est peut-être que les gens pouvaient tirer plus la gueule, au contraire, pas forcément. Enfin, nous, en tout cas, dans les clichés d'Europe de l'Ouest, on va se dire, oui, les gens tiraient la gueule parce que c'est la main de l'Est, mais il y avait du monde, et certes, on aurait pu peut-être accentuer cet effet peut-être monochrome en quelque sorte, cet effet pesant avec, je sais pas, en mettant en évidence, je vais dire des Trabants, mais voilà, des Trabants avec outre le fait que je trouve cette bagnole intéressante, mais parce que ils avaient tous un petit peu la même voiture, on aurait pu montrer ce côté-là peut-être, pour montrer quelque chose qui soit peut-être un peu trop uniforme, qui soit pas assez coloré d'une certaine manière. Après il y a quand même ce pas de côté par rapport au réel que se permet Sokal, et qui existe aussi dans toutes ses autres œuvres, dans La Mer Zone et dans Canardo. Il y a ça lui permet en fait une licence poétique, de se dire ok, on n'a peut-être pas de moteur thermique, on n'a pas de Trabant, mais on va avoir des machines à ressort, on va avoir des automates, etc. Je pense que l'absence de Trabant est aussi liée à ça. Non, je prenais ça comme exemple, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que même justement dans cette gestion des automates,
On a l'automate, il est surtout véhiculé par le train, mais chaque ville a un petit automate, mais on se rend compte finalement, à part à Valadinen, les automates ne sont pas aussi présents qu'on pourrait y Oui, penser. mais parce que les automates, c'est Hans en fait qui les a posés au fur et à mesure de son trajet, et en fait à chaque endroit qu'il s'est arrêté, lui, il laisse un cadeau. Il laisse un cadeau, et voilà. Et, mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que, notamment pour Barkstadt et Valadillen, on aurait pu avoir un petit peu plus de vie, que ça n'aurait pas dérangé, ça n'aurait pas forcément été néfaste pour le propos du jeu. Et non, je suis d'accord. C'est quelque chose d'un peu dommage. Là où ça se justifie complètement avec la base soviétique abandonnée et également avec le complexe de vacances dans la mer d'Aral. Ouais, à Ralbad. Voilà, Ralbad. Là, pour moi, c'est très poétique et ça prend toute l'essence en fait de cette absence de vie en quelque sorte. Et elle est justifiée. Là où pour moi, dans les deux premières villes, ça casse peut-être juste un petit peu un certain rythme qu'on aimerait trouver dans le jeu. Et justement, on aurait pu avoir une progression du plus animé au moins animé pour voir, et aussi ce contraste entre la vie d'avant et la nouvelle quête initiatique de notre protagoniste, du coup, s'amplifier. Mais bon, c'est... Voilà. Voilà, je pense que ça aurait été encore à parfaire, mais bon, on va pas refaire le jeu. Voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour de ce qu'on avait à dire. Le mot de la fin, moi je dirais que je note le jeu Mammouth sur 20. On n'en a pas parlé, c'est un jeu qui parle de mammouth, si on l'a évoqué. Et puis on peut peut-être passer à l'ouverture culturelle. Est-ce que tu as des recommandations à nous faire, Eni ? Oula, alors des recommandations, là pour l'instant j'ai rien qui me vient en tête directement, si ce n'est pour le coup je pense que Siberia peut être une bonne porte ouverte aussi vers le monde général du point and click. J'ai parlé de Myst tout à l'heure ou de Riven. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout forcément la même ambiance qui est retranscrite, mais après avoir joué à Siberia, et après avoir vu qu'en fait, aussi notamment les point and click, c'est des jeux qui pour l'époque étaient visuellement assez novateurs du fait des images fixes en quelque sorte, c'est surtout ça qui était assez pratique, quelqu'un même qui n'en a pas l'habitude pourrait s'essayer à d'autres jeux du genre et sans être forcément rebuté par les graphismes. Donc, ou même la Merzone, le jeu précédent, le premier jeu de Benoît Sokal, qui reprend la jouabilité d'un Myst. Donc voilà, ce serait ça essentiellement de mon côté. Moi aussi, je vous recommande chaudement Siberia. C'est une petite pépite de cette époque-là et qui, malgré ce qu'on a dit sur le portage Switch, reste quand même accessible aujourd'hui. Et d'ailleurs, petite précision sur le portage Switch, quelque chose qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais dans les types de jeux possibles, lorsque vous sélectionnez le mode tactile, donc le mode avec l'écran lorsque vous jouez avec la console hors du dock, ce qui est avantageux, c'est qu'on peut quand même sélectionner, et c'est activé d'office, l'option de voir où est-ce qu'on peut avoir les interactions à l'écran. Et alors ça, c'est d'une grande aide. Et si vous faites le jeu sur Switch, faites-le comme ça. Ce sera la meilleure manière d'y jouer, parce que vous ne retrouverez pas dans des zones où vous avez des très belles illustrations, certes, mais où vous ne savez pas trop où cliquer. Ou alors, moi, ça m'est arrivé plein de fois en jouant en contrôle direct, donc qui n'affiche pas les zones accessibles avec des interactions objets, de galérer à chercher un peu partout où est-ce que je dois aller, avant de comprendre, ne serait-ce que par exemple dans le niveau 1, dans l'usine, qu'en fait, il y avait derrière les petits robots une petite allée pour rejoindre la pièce où il fallait activer l'usine. Et alors moi, je suis resté pendant des heures à pas savoir quoi faire, alors que j'avais regardé un petit peu tous les tutos. Donc ça évite ce genre de problématiques qui peuvent survenir. Donc faites-le vraiment si vous le jouez en portage Switch en mode tactile. Et autrement, le jeu, il existe sur Steam, mais bon, vous pouvez également le trouver, c'est vu que c'est un jeu qui s'est très très bien vendu, en version DVD, dans une brocante, ou pour 1 ou 2 euros, ça se trouve également, pour ceux qui ont moins de budget. Après, pas sûr que ça... Déjà, il faut avoir un lecteur DVD sur son PC et pas sûr que ça tourne avec un Windows 11. Oui, bon, moi j'ai encore du Windows 2000 dans mes armoires, mais je pense pas qu'effectivement ce sera le cas de tout le monde. Et du coup, pour finir les recommandations culturelles et vous laisser là-dessus, je vous recommande quand même de vous pencher sur le travail de Benoît Sokal. Il a un trait qui est vraiment, qui est vraiment magnifique, qui est vraiment très doux et voilà, qui me touche beaucoup. Donc on vous donne rendez-vous le mois prochain. Voilà. Pour nous c'est dans 10 minutes parce qu'on enregistre de la suite. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute. Et attends, n'hésitez pas. Pour Spyro, pour la trilogie, notamment Spyro,
et plus amplement également de la licence en général. Ouais, et puis voilà, et n'hésitez pas encore à vous abonner, à partager, à appuyer sur les étoiles, les pouces, et à venir voir du coup nos autres réseaux qu'on aura mis en description. Salut! Salut, salut!